J'étais fou à l'époque. Je me disais que ma vie, c'était soit je faisais du foot, soit pour moi, ma vie, elle était ratée. La réussite sourit aux audacieux. Et pour moi, pour être audacieux, il faut être instinctif. Donc il faut tenter des choses. Sur un de mes premiers ballons, là où je pense que n'importe quel joueur voudrait se rassurer en jouant sécuritaire, moi, mon désir, c'était de mettre un petit pont. Match de Ligue des Champions à domicile contre Arsenal. J'ai vu réaliser il y a 2 semaines. Je veux la redonner en retrait à mon défenseur. Elle est interceptée par le joueur d'Arsenal qui lui fait une passe à son attaquant et en fait l'attaquant il marque. Première erreur en planche de Thomasson. J'étais capable de faire des choses sur le terrain que jamais je referais au cours de ma carrière. Je suis jamais sorti de ma ligne de conduite et je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais tout faire pour réussir. Pour Adrien Thomasson, frappe de Thomasson. En parlant des autres joueurs, qui est le joueur le plus impressionnant avec qui tu as joué? Plus que Mbappé, plus que Neymar, plus que Messi, je dirais. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre Mbappé, Messi et Neymar dans le même match? C'est particulier, hein. C'est particulier, mais au final, tu t'en rends pas trop compte parce que quand t'es sur le terrain, au final, c'est des adversaires. Et je dirais plus quand il y a des arrêts de jeu. Pendant que le ballon il est à l'arrêt, tu regardes un petit peu parce que au final, dans un match de foot, tu regardes toujours un peu tes adversaires et que tu te rends compte contre qui tu joues. C'est impressionnant, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, impressionné dans ma carrière. C'est plus des joueurs qui étaient plus impressionnants physiquement. Zlatan, contre qui j'ai eu la chance de jouer, il m'impressionnait beaucoup plus de par son charisme que par exemple un joueur comme Messi qui est beaucoup plus discret sur le terrain, qui parle pas. On a l'impression qu'il est même pas présent, quoi. Alors qu'un mec comme Zlatan, il commande ses coéquipiers, il râle un peu sur l'arbitre, il se prend la tête un peu avec les adversaires. Donc moi, j'ai toujours été beaucoup plus impressionné par des joueurs avec une plus grosse carrure, je dirais plus impressionnant physiquement que ces joueurs-là. Et est-ce que plus jeune, il y a encore quelques années en arrière, tu t'es peut-être déjà un jour imaginé jouer contre ce type de gars-là, en l'occurrence Zlatan ou même Messi, qui est juste un joueur extraordinaire? Non, franchement, non, je m'étais jamais imaginé. Après, je m'étais imaginé être footballeur professionnel, donc forcément jouer contre de très bons joueurs, mais de jouer contre les meilleurs mondiaux, pour moi, c'était encore loin dans mon esprit, parce que déjà, il y a une dizaine d'années en arrière, les meilleurs joueurs du monde jouaient en Espagne, en Angleterre, en Italie, ou même en Allemagne. Et c'est depuis que le PSG, je dirais, a été racheté par le Qatar qu'on a la chance en France de jouer contre ces stars. Donc moi, j'y vois ça vraiment comme une opportunité incroyable parce que plus tard, je pense que ça sera des souvenirs. Et c'est vrai que encore une fois, quand j'ai commencé, je me voyais pas forcément jouer contre ces joueurs-là. En parlant de joueurs incroyables, tu as aussi la chance de jouer en ce moment la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a pas plus grand rêve quand on est footballeur, même amateur ou plus jeune. Qu'est-ce que ça fait de jouer un match de Ligue des Champions? Plus de 75% des personnes qui regardent ces épisodes chaque semaine ne sont pas abonnées à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est le meilleur moyen pour nous de savoir que ce qu'on fait en vaut la peine, mais également c'est le meilleur moyen pour nous de faire grossir cette chaîne et ces épisodes de podcast. On ne fait pas de pub ou quoi que ce soit, on grossit simplement grâce au bouche à oreille. Comment? Grâce à notre nombre d'abonnés. Mieux, plus le nombre d'abonnés augmente, plus la qualité des invités sur ces épisodes augmente également. Donc si tu veux recevoir davantage d'épisodes chaque semaine, pense à bien t'abonner. Et sache aussi que chaque abonné supplémentaire est la plus belle récompense possible pour moi et je te remercie sincèrement et du fond du cœur pour faire partie de cette belle aventure. On retourne dans l'épisode. Qu'est-ce que ça fait de jouer un match de Ligue des Champions? Ça fait très bizarre parce qu'il y a encore 6 mois en arrière, franchement, j'aurais même pas imaginé un jour jouer avec des champions parce que ma carrière, mine de rien, là, je vais avoir bientôt 30 ans. Il me reste pas beaucoup d'années à jouer, même si j'espère le plus possible, mais on va dire que j'ai pas eu le cursus normal. Et pour moi, c'était vraiment un rêve lointain de jouer avec des champions. Moi, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais plus jeune, quand j'écoutais les matchs à la radio, parce que j'avais le droit que de regarder que la première mi-temps. Et c'est vrai que de jouer la première fois où j'ai entendu l'hymne retentir, en fait, c'était après notre dernier match, avant-dernier match de championnat de la saison dernière, où on était qualifié sûr
en fait pour la compétition. Et c'est vrai que ça m'avait fait, c'est rare en fait, d'avoir les frissons sur le terrain, mais pas pendant un match, parce qu'en fait ça s'est déroulé après le match, c'était dans tout ce qui était dans les célébrations d'après match. Et en fait ça m'a fait vraiment les frissons. J'ai eu cette sensation de plénitude, d'avoir touché un rêve en fait. Mais d'un autre côté, tant que voilà, il y avait pas eu le tirage au sort, qu'il y avait pas eu le premier match et tout, c'est quelque chose en fait qui est pareil, qui me paraissait encore un peu loin. Mais après, quand je suis rentré en jeu pour mon premier match, c'était un sentiment que j'avais jamais connu auparavant. Tu as parlé de ta jeunesse au début, et si tu veux, on démarre peut-être par ça. Est-ce que tu peux peut-être raconter le début de ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Je viens de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. C'est là-bas au final que je suis né déjà. C'est là-bas aussi que j'ai commencé à pratiquer le foot. Je pense que j'ai eu un cursus plutôt normal dans mes premières années, c'est-à-dire je pense que c'était entre 5 et 6 ans, j'ai commencé le foot en débutant à l'époque, ça s'appelait. Et après, jusqu'à mes 14 ans, je suis resté dans mon club qui était à l'époque l'AS Bourg-Saint-Maurice, qui est devenu le football club d'Haute-Tarentaise maintenant. Et après voilà, mon objectif ça a toujours été d'intégrer un centre de formation. Donc voilà, mes parents m'aidaient un peu en ce sens-là, mais c'est vrai qu'en étant en Savoie, en étant très loin des clubs professionnels, il y avait seulement Lyon et Saint-Étienne à l'époque qui étaient les plus proches, et avec une sélection très très difficile, parce que dans le bassin, dans la région lyonnaise et même stéphanoise, il y a beaucoup de très bons joueurs. Donc j'avais fait des essais à l'âge de 14 ans, malheureusement j'avais pas été pris. Et après, en fait, de par un ami qui était à Annecy, je savais qu'il y avait la possibilité d'aller à Annecy en foot études. C'était en fait une étape entre le centre de formation et ma vie que j'avais en Savoie. C'était intégrer un lycée où on s'entraînait 4 fois par semaine. Donc c'était quand même intéressant pour ma progression. Donc j'ai intégré à 14 ans et demi le football club d'Annecy. Et après, à 17 ans et demi, j'avais toujours ce désir-là d'intégrer un club professionnel, même si, mine de rien, à 17 ans et demi, maintenant, c'est limite trop tard. C'est très très rare qu'un joueur intègre un club à cet âge-là. Et en fait, j'ai eu la chance qu'Évian Thonon-Gaillard, qui était un club qui était en Ligue 1 à l'époque, qui venait de monter en Ligue 1 et qui était proche d'Annecy. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de faire un test, un essai sur plusieurs semaines là-bas. Ça s'est très bien passé. Et donc, après, j'ai intégré le club. Et après ça, en fait, je dirais que ça allait très très vite. En fait, lors de ma première année, j'ai commencé l'année en moins de 19 ans. En cours d'année, j'ai intégré l'équipe réserve qui était en CFA2 à l'époque, pour finir avec les professionnels. Donc c'était une année que j'aurais jamais imaginé en intégrant un an auparavant le club. Et est-ce que tu permets qu'on fasse une petite pause et un petit zoom, tu vois, sur la période avant même que tu intègres le centre de formation? Donc tu pars du coup de ta montagne, c'était comme ça. T'intègres du coup à Annecy un foot études, et jusque là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître. Tu vois, des sortes de classes foot. À l'époque, on appelait ça classe horaire aménagée. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, qu'on a joué ensemble pour la toute première fois. Est-ce que tu serais ok pour partager un petit peu cette période-là, tu vois, qui a été, je pense, aussi une période charnière, et sur laquelle je pense que à l'époque, t'as beaucoup de mecs qui veulent devenir footballeur pro. On voulait tous devenir footballeur pro. Est-ce que tu peux juste partager un petit peu, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des essais tout de suite? Est-ce que tu as signé tout de suite? Est-ce que tu as eu des doutes parfois? Concrètement, comment ça s'est passé? Et même peut-être parler de la vie à ce moment-là, entre le foot, l'école. Comment ça se passait pour toi à ce moment-là? Non, mais en étant franchement honnête et sincère, ça a été la période la plus compliquée de ma vie jusqu'à présent, c'est-à-dire entre 14 ans et demi et 17 ans et demi. En fait, mes 3 années au lycée à Annecy, ça a été vraiment un moment compliqué à gérer, parce que déjà, c'était la première fois que j'arrivais dans une ville qui était une vraie ville, parce que jusqu'à présent, j'étais dans mon cocon en Savoie, et d'intégrer déjà un internat, donc ce qui veut dire que toute la semaine, dormir à l'internat, le week-end aussi, vu que j'habitais loin d'Annecy, je rentrais pas forcément tout le temps chez mes parents. Donc déjà, juste ça, c'était compliqué à gérer, parce qu'à 14 ans et demi, on veut être avec ses copains de jeunesse, on veut sortir, on veut passer du temps ensemble, quoi, tout simplement. Et donc déjà ça, c'était une première étape qui a été compliquée à gérer. Je pense qu'il m'a bien fallu 6-7 mois avant de l'accepter. Il y a eu pendant ces 6-7 mois-là
plus d'une fois, je dirais 5-6 fois où je voulais tout arrêter et rentrer chez moi. Et c'est là en fait où mes parents ont joué un rôle important et m'ont poussé à au moins faire une année entière. Et donc après, ça a été de mieux en mieux. Mais ce qui a été aussi difficile à accepter, c'est que j'ai fait, je pense que j'ai fait 5 ou 6 essais dans des centres de formation entre mes 16 ans et mes 17 ans. Et malheureusement, j'ai pas été pris. Donc soit j'avais des retours négatifs, soit j'avais pas de retour du tout. Mais quand on n'a pas de retour du tout dans ces situations-là, c'est que c'est pas bon. Donc c'était vraiment un moment, je dirais charnière de ma vie, parce que au final, moi j'y ai toujours cru quoi qu'il arrive. Même si j'ai eu ces échecs-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient pu laisser tomber. Et surtout que là, encore une fois, arrivé 17 ans, 18 ans, on commence pareil, on a bientôt le permis de conduire, on a bientôt notre autonomie, la possibilité de vivre seul, donc beaucoup de tentations. Mais moi, je suis jamais sorti de ma ligne de conduite, et je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais tout faire pour réussir. Après, à partir de mon intégration à Évian-Thonon-Gaillard dans le club professionnel, là pour moi c'était déjà une grande réussite, parce que je savais qu'après, je sais pas pourquoi, je savais qu'au fond de moi j'allais réussir, et que le plus dur justement était d'intégrer cette structure professionnelle. Comment parce que faire ces essais par exemple dans des clubs, essayer etc., et que t'aies pas de retour, ou comme tu l'as dit, peu de retour ou des excuses, c'était quoi la sensation que t'avais à ce moment-là? Parce que t'es pas le seul, je pense, t'es pas le seul joueur qui a essayé, qui a tenté, et comment tu t'es senti à ce moment-là, et qu'est-ce qui t'a donné, tu vois, la force et le courage de te dire, allez, c'est pas fini, je continue à essayer, je continue à me donner à fond, etc. Il y a 2 choses qui sont importantes. La première des choses, c'est que je me remettais beaucoup en question. Donc j'essayais déjà envers moi-même de savoir qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, même si comment dire, j'étais aussi très dur dans le sens où pour moi, je devais être au-dessus des autres en fait pour intégrer ces clubs-là. Et il y a plus d'une fois où je me suis senti haut niveau, mais pas au-dessus. T'as un exemple à donner? Par exemple, quand j'étais à Guingamp et à Saint-Étienne, je me sentais au niveau des autres joueurs, mais je me sentais pas plus fort qu'eux. Et donc pour moi, en fait, d'un côté, même si c'était difficile à accepter, mais c'était normal qu'ils me prennent pas, parce que je voyais pas l'intérêt d'enlever un joueur qui était déjà dans la structure pour faire venir un autre joueur de l'extérieur qui était du même niveau en fait. Et après, la deuxième des choses, c'est que j'ai toujours eu une confiance en moi. Je pense qu'à un moment donné, c'était pas, je dirais, une confiance qui était trop haute, mais qui était suffisante pour me dire que j'avais les qualités pour réussir. Et ça m'est jamais sorti de mon esprit. Et je pense que c'est important. Si on veut réussir dans quelque chose, il faut être honnête avec soi-même, avec ses qualités. Et moi, je savais que j'avais les qualités pour réussir, et que même si il fallait passer par des échecs, à un moment donné, ça allait passer. Est-ce que parfois, quand c'était un peu plus dur, comme tu l'as dit, parfois t'avais envie de tout arrêter, etc., où est-ce que tu allais chercher le soutien nécessaire ou les ressources nécessaires pour te dire allez, je continue, je réessaye encore, je pousse 6 mois de plus, je rechausse les crampons et j'essaye vraiment d'aller atteindre ce rêve-là? Où est-ce que tu allais chercher? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce que tu as des choses que tu faisais pour justement garder cette foi, tu vois, et la motivation? Il n'y a pas forcément de personnes avec qui je me confiais à l'époque, parce que j'étais très solitaire en fait. Je gardais beaucoup les choses pour moi. Mais je dirais, il y a une chose qui m'a toujours motivé et qui m'a, jamais dévié de mon chemin, c'est la passion en fait que j'avais pour le sport, pour le foot en particulier. Et en fait, cette passion-là, c'est-à-dire que même quand je subissais des échecs, et j'en avais subi pas mal à l'époque, j'avais tellement cette envie de réussir que en fait, je me voyais pas faire autre chose de ma vie. Je me disais que ma vie, c'était soit je faisais du foot, soit pour moi, ma vie, elle était ratée. Donc, en fait, ça devenait dangereux dans le sens où c'était comme si je jouais au poker un peu. C'était all-in. Mais pour moi, j'étais tellement persuadé qu'à un moment donné, ça allait réussir, que voilà, pour moi, il fallait continuer. Ouais. Quand je parle de cette époque-là où on jouait ensemble, etc., je disais toujours, une des raisons, en tout cas pour moi, de justifier de pourquoi j'ai pas réussi, je pense que justement, j'étais pas suffisamment passionné. Et quand je raconte ça, j'ai toujours cette image de nous à l'internat, avec moi qui faisais un truc dans ma chambre, etc., et toi qui étais à côté de ma chambre, mais t'étais dans le salon, en train de regarder la télé, regarder les matchs. Et moi, je justifie
une des raisons pour laquelle j'ai pas réussi dans le foot comme je le voulais à l'époque, je pense que c'était que j'ai pas suffisamment passionné. Tu vois, j'étais pas suffisamment, comme tu l'as dit, all-in. Je regardais pas les matchs, je connaissais pas tous les joueurs, j'analysais pas les gars sur le terrain. Et je crois que toi, t'as fait tout l'opposé. Ouais, c'est exactement ça. Je me rappelle quand on était ensemble, c'est vrai qu'on avait on avait chacun ses occupations, même si on aimait tous les deux le foot. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été, franchement, même à l'heure actuelle, pour être dans le milieu depuis un moment, je connais pas un joueur qui est autant passionné que moi. Et en fait, moi, je l'étais déjà dès mon plus jeune âge. Donc, en étant passionné, moi, je savais qu'il fallait faire des sacrifices. Mais moi, c'était pas forcément des sacrifices. Il y a beaucoup de jeunes à cet âge-là qui voient des sacrifices de pas sortir, je dirais de pas passer du temps avec ses amis le soir ou le week-end. Alors que moi, c'était quelque chose de naturel en fait. Pour moi, ça me posait pas de problème de rester seul à l'internat, sachant que pour moi, mon but c'était d'être footballeur professionnel. Donc pour moi, je dirais que ça a été un chemin qui était pas linéaire parce que voilà, encore une fois, il y a eu pas mal d'embûches au cours de mon parcours, mais ma passion m'a jamais fait dire je vais pas y arriver ou alors fais autre chose. Et je dirais qu'elle a pris le pas même sur mes relations avec ma famille, sur l'école où j'étais j'étais pas du tout un élève très assidu. Parce que voilà, j'étais tellement omnibulé par le foot et ce désir de réussir, que j'en oubliais un peu tout ce qui se passait à côté. Ouais. Parle-nous maintenant de ton premier match professionnel. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Et est-ce que tu arrives à retranscrire l'émotion que tu as ressentie ce jour-là? C'était il y a très longtemps, je me rappelle très bien, c'était en 2012, c'était en mai 2012. J'ai encore des souvenirs, même si ouais, ça fait quand même plusieurs années. Mais je me dis là maintenant, quand j'y pense, je me dis j'étais fou à l'époque. Mais vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais capable de faire des choses sur le terrain que jamais je referais au cours de ma carrière. Parce qu'en fait, j'avais une telle, je dirais, j'étais trop instinctif en fait, et j'étais beaucoup moins réfléchi. Donc c'est pour ça que ça me rappelle la jeunesse, parce que pour moi, c'était dans une autre vie, ce premier match. J'étais à ce match. Est-ce que tu as une anecdote justement sur ce match quand tu dis que tu étais un petit peu fou et instinctif? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que en fait, sur un de mes premiers ballons, c'est le premier ou le deuxième, et là où je pense que n'importe quel joueur voudrait se rassurer en faisant une passe vers l'arrière, en jouant, je dirais, un peu plus sécuritaire, moi, mon désir, c'était de mettre un petit pont. Et en fait, il s'avère que je reçois le ballon sur une touche, sur mon premier ballon, et en fait, je mets un petit pont juste devant le banc de touche. Et Samaritano, c'est ça? Voilà, exactement. Et je me dis, quand je revois cette action-là, maintenant, je me dis, mais faut être fou pour tenter ça, sachant que j'avais 18 ans, mon premier match professionnel devant toute ma famille, tous mes amis, on veut toujours bien faire. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il était déconnecté. Mais d'un autre côté, je pense que à ce moment-là, c'était bien de pas se rendre vraiment compte de l'opportunité que j'avais. Ouais. Tu parles et tu dis que ton cerveau était déconnecté. À quel point tu penses que parfois ne pas trop réfléchir ou être plutôt instinctif, ça peut être utile? Je suis persuadé que dans le sport de haut niveau, comme dans plein d'autres sujets, hein, il faut toujours ce côté instinctif, parce que si on est trop réfléchi, pour moi, on peut se fermer beaucoup de portes. Et que voilà, pour moi, je suis toujours parti du principe où entre guillemets la réussite sourit aux audacieux. Et pour moi, pour être audacieux, il faut être instinctif. Donc il faut tenter des choses. Et j'ai toujours eu ça a toujours été un moteur, cette phrase-là. Et c'est vrai que sur le terrain, on va dire qu'il faut réfléchir. Je dis pas qu'il faut être que instinctif, mais il faut quand même déconnecter par moment. À quel point justement cette capacité à pas trop réfléchir, alors c'est difficile à dire. Comme tu l'as dit, c'est un mélange entre les deux, être à la fois instinctif, mais avoir aussi un petit peu la tête sur les épaules et pouvoir être un peu équilibré entre les deux, on va dire. Là, on a parlé sur un match. Et comment est-ce qu'au quotidien, ça peut également aider? C'est-à-dire, beaucoup de joueurs peuvent peut-être parfois trop réfléchir sur une saison qui se passe un petit peu moins bien, un match dans lequel ils passent à côté, etc. C'est quoi ton approche, toi, vis-à-vis de ça? Mon approche, elle est simple. C'est que pour moi, je suis toujours parti du principe où
peut y avoir des désillusions, il y en a beaucoup après un match, pendant un match, mais en fait, à partir du lendemain du match, pour moi, j'ai toujours eu cette faculté, même si voilà, c'est jamais facile, de complètement oublier ce qui s'était passé et de penser à autre chose en fait. Et pour moi, ça peut être bien pour les jeunes joueurs. Et j'ai l'impression que les jeunes joueurs sont de plus en plus avec cet état d'esprit-là, où en fait ils ont cette capacité à vite switcher que j'avais déjà moi à l'époque et que j'ai encore actuellement. Et pour quelqu'un, parce que alors ça c'est valable dans le foot, mais je pense aussi que c'est valable dans plein d'autres domaines de la vie, cette capacité à switcher justement entre un échec, un doute, une erreur, à allez, j'oublie, je passe à autre chose. C'est quelque chose qui est pas inné pour beaucoup de personnes. Est-ce que toi tu utilises des méthodes, des trucs? Comment tu fais en fait concrètement pour switcher en un claquement de doigts? C'est vrai que c'est pas quelque chose de très facile. Je pense que c'est un peu propre à chacun, mais je dirais que ce que je mets en place, c'est-à-dire que j'essaye de m'imaginer un peu avant les matchs tous les scénarios possibles. Donc dans tous les scénarios possibles, il y a des scénarios qui seront pas forcément comme je l'aurais souhaité, je l'aurais voulu. Et en fait, une fois que ça arrive, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu ce scénario-là. Donc en fait, c'est un peu un travail d'imagerie, mais que que je faisais déjà dans ma jeunesse en fait. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé depuis quelques années, ça fait déjà depuis plus de 15 ans, j'ai l'impression, où avant un match, je m'imaginais toujours ce qui allait se passer, ou même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas trop se faire le match avant de le jouer, ouais. Mais moi en fait, je m'imaginais quand même pas mal de scénarios, et en fait, je pense que ça m'aide vachement dans ma capacité à switcher, où je me dis c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, et donc pour moi en fait cette bascule là de pensée positive, c'est pour moi c'est la clé du succès. C'est aussi un travail qui est appelé un travail de visualisation, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé dans plein d'autres sports, Formule 1, ski, que tu connais bien, où les gars ils connaissent déjà la piste et l'image, enfin ils la vivent, on va dire peut-être 10 fois avant de, peut-être même, enfin bien plus que ça avant de le faire, et très peu dans le foot. Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à faire davantage ces travails-là, de pas se faire le match, mais au moins de visualiser un petit peu les différentes possibilités d'un match? Ouais, je pense que moi l'intérêt il est énorme. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce sujet-là, parce que par exemple, dès que moi je rate une occasion, surtout une grosse occasion de but, en fait après le match, je me la visualise, je me la réimagine, en fait je la revis l'action, et en fait je me la vois la mettre au fond des filets. Et en fait je pense que ça peut beaucoup aider dans le sens où dès que je vais être confronté à la même situation, pour moi j'ai beaucoup plus de chances de marquer que la fois où j'ai raté, quoi. Très rapidement, pour revenir sur ce truc de switch, on en a parlé juste avant. Je t'ai vu réaliser il y a 2 semaines un des peut-être des plus beaux switches que t'aies pu faire, ce match de Ligue des Champions contre Arsenal. Est-ce que tu peux nous reparler de ce début de match? C'est vrai que c'était un début de match qui a été très contrasté en fait, parce que mes premières sensations, mes premiers ballons que j'ai touchés étaient très bons en fait. Et donc du coup, je me sentais vraiment bien jusqu'à cette action-là. Et après cette action-là, c'est vrai que j'ai eu une dizaine de secondes où... Donc juste pour remettre le contexte pour les personnes qui visualisent pas, donc match de Ligue des Champions, à domicile contre Arsenal, c'est quand même pas rien. Et je te laisse décrire la situation. Ouais, en fait, tu l'as vécu mieux que moi. C'est simple, je reçois un ballon au milieu du terrain, je veux la redonner en retrait à mon défenseur, sauf qu'elle est interceptée. Je fais une mauvaise passe tout simplement. Elle est interceptée par le joueur d'Arsenal qui lui fait une passe à son attaquant, et en fait l'attaquant il marque. Donc clairement je suis fautif quasiment à 100% sur le but. Donc c'est pour ça quand je te disais les montagnes russes, parce que je me sentais tellement bien dans ce match-là que ça aurait pu justement je dirais entacher ma confiance, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a été un peu l'inverse. Ça m'a encore donné encore plus de motivation, où j'avais cette envie-là entre guillemets de me racheter. Et en fait, pour la petite anecdote, la veille à l'entraînement, j'ai l'impression que j'ai vécu une situation assez similaire. En fait, on faisait un 11 contre 11.
entre guillemets les titulaires contre les remplaçants, et je perds un ballon et en fait il y a but derrière, un ballon encore plus, je dirais plus qui sur le coup c'était encore plus grave que ce qui s'est passé au match. Et à l'entraînement déjà j'avais réussi à passer à autre chose et j'avais fait une bonne fin d'entraînement. Et là j'ai l'impression en match, j'avais déjà vécu cette situation. Et même l'après-midi quand je pensais un peu au match, je me suis dit ouais peut-être que je vais passer par des moments très compliqués, mais je savais au fond de moi que j'allais vivre des moments beaucoup plus positifs. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est vrai qu'après le but encaissé, de vite me remettre, je dirais, d'aplomb. Mais en fait, je me suis efforcé les ballons d'après à faire des choses simples mais plutôt bonnes, ce que j'ai réussi à faire. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et après, le but, ça a été une sensation encore plus énorme qu'un but classique si j'avais pas fait d'erreur avant. Ça fait quoi de marquer un but contre Arsenal en Ligue des Champions? Sur le coup, en fait, je me rendais pas trop compte, mais là où ça m'a vraiment fait quelque chose, c'est après quand je suis rentré chez moi le soir et que je regardais les différents résumés de match sur les différents diffuseurs. Et là, ça m'a vraiment fait quelque chose que ça m'avait jamais fait auparavant quand j'avais marqué un but. Et c'est là que je me suis dit ah ouais quand même, j'ai marqué en Ligue des Champions contre Arsenal. Mais sur le coup, en fait, pendant le match, je me suis pas vraiment rendu compte quoi. C'est quoi ton plus beau souvenir de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est ce match? Je dirais il y a ce match et il y a aussi l'obtention de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg. En 2019? En 2019 exactement. Ça a été ça a été un souvenir c'est un souvenir incroyable parce que au final c'est mon seul trophée dans ma carrière et en fait c'est la première fois où je jouais un match avec autant d'enjeux. Et c'est vrai que dans la préparation, j'ai jamais eu autant de difficultés. Je dirais dans le jour du match, les heures qui ont précédé le match étaient interminables. Et en fait, j'ai eu un peu du mal à gérer ce moment-là parce que pour moi, en fait, j'étais sur mon téléphone, je regardais un peu ce qui se passait dehors, on était proche des supporters. Et c'est vrai que c'était un moment assez compliqué, mais au final, l'apothéose, ça a été la victoire et c'est un moment qui restera gravé. Ouais. On parle souvent, quand on parle de foot, généralement on met en lumière ceux qui réussissent, les équipes qui gagnent. C'est toujours aussi un moment de fête, tu vois, quand on est sous les projecteurs, quand il y a les caméras, etc. Et très souvent, quelque chose qu'on voit pas, c'est tout le reste, tu vois, c'est-à-dire les séances d'entraînement difficiles, mais surtout moi, un sujet qui me passionne, c'est aussi les hauts et les bas d'une carrière de footballeur, parce que quand tout va bien sûr qu'on parle de toi, mais c'est difficile aussi. Est-ce que tu pourrais aussi partager des moments peut-être de ta carrière un peu plus difficiles, des passages plus compliqués pour toi, que peut-être d'autres footballeurs rencontrent, mais pour toi spécifiquement, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué et qui ont été plus difficiles que d'autres? Même si je suis là où je suis actuellement, j'ai vécu beaucoup plus de bas que de hauts dans ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai en tête beaucoup plus de moments difficiles que de moments, je dirais, de gloire. Donc, et je pense que à part sur vraiment les grandes stars et encore parce que même je dirais les plus grands joueurs vivent aussi des échecs. Et je pense que ça inconsciemment, ça reste plus que ces moments de gloire. Donc c'est pour ça que une carrière c'est jamais linéaire. En fait, il se cache beaucoup de choses. Les spectateurs, les gens ont tendance à voir que ce qui se passe sur le terrain, quand on marque un but, quand on gagne un match. Mais en fait, ils s'imaginent pas combien c'est difficile après une défaite, après un mauvais match, après une saison ratée. Quand on joue moins. Voilà, quand on joue moins, quand on est remplaçant. Blessure. J'ai eu la chance de pas trop connaître la blessure, mais c'est des moments qui sont très compliqués dans une carrière. Et au final, c'est pour ça que je dis qu'il y a dans une carrière de foot, je sais pas, il faudrait demander aux autres joueurs, mais pour moi, il y a beaucoup plus de moments, c'est terrible de dire ça, mais de moments négatifs que de moments positifs. Comment tu gères ça justement au quotidien et durant ces périodes-là? Est-ce que tu as des personnes, des outils ou des choses que tu fais, encore une fois, pour essayer de gérer un peu ces moments un peu plus chauds? Depuis ma dernière année à Strasbourg, donc ça va faire 2 ans maintenant, je fais des cours de préparation mentale et c'est vrai que ça m'aide dans le sens où je m'ouvre un peu plus. Moi qui suis une personne très renfermée, même quand je rentre à la maison,
à ma femme, à ma maman. Je lui parle au final très peu des doutes que je peux avoir, des moments un peu plus difficiles. Et le fait de travailler avec une personne qui, même si voilà, elle est employée par le club, mais qui pour moi est une personne neutre, bah j'ai cette faculté à plus m'exprimer à lui. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien dans le sens où ça me permet d'évacuer mes frustrations et ça me permet de switcher encore plus rapidement. Peut-être sur les personnes qui écoutent, encore une fois, ça peut être valable pour des jeunes footballeurs, des footballeurs aussi actuels, mais aussi des personnes qui ont, entre guillemets, qui sont entrepreneurs ou peu importe le domaine. Je pense qu'on est tous amenés à passer par des phases comme celle-ci. Et je crois juste qu'en fait, ça s'appelle la vie. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là, tu vois, restons spécifiquement sur le football. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là quand ils passent une période de doute ou une période difficile? Je dirais la patience, même si voilà, j'avais ce côté-là foufou, surtout quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été quelqu'un de très patient, dans le sens où même si quand j'avais 17 ans, je voyais qu'il y avait des joueurs de mon âge qui commençaient à jouer en professionnel ou qui étaient déjà dans des structures pro. Moi, en fait, j'ai toujours eu cette patience de me dire qu'inconsciemment, un jour, ça serait mon tour. Donc, peut-être que ça allait arriver 2, 3 ans après d'autres, mais je dirais, je conseillerais d'être patient parce que pour moi, c'est une des qualités les plus importantes, que ça soit dans le monde du foot, du sport ou aussi dans le monde de la vie en général. Ouais. Dans ces doutes et ces peurs, t'as commencé à l'aborder tout à l'heure, t'as parlé aussi des supporters, etc. Et je pense, enfin, plutôt que penser, je vais te poser la question, c'est comment est-ce qu'on vit le fait d'être connu? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans tous les clubs où tu passes, bon, déjà, tu fais partie des joueurs préférés, on va pas se mentir à chaque fois dans les clubs, mais il y a beaucoup d'attentes. Tu as fait des clubs aussi avec des supporters et surtout un climat qui est spécial. Je pense déjà Nantes, qui était déjà très bon là-dessus, ETG un petit peu moins à l'époque, mais tu as Strasbourg qui est juste un club exceptionnel, et aujourd'hui Lens. Comment est-ce que tu gères en fait l'attente qu'il y a autour du club, autour de l'équipe et aussi autour de toi? Je pars du principe, déjà, c'est un moment où on n'est pas forcément préparé à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est mis sur le devant de la scène et tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas comment gérer toutes ces sollicitations pendant le match, après le match. Mais et en dehors aussi. Et en dehors. Et en fait, en dehors, par exemple, même si ça fait plus de 10 ans que je suis professionnel et qu'entre guillemets, je suis quand même quelqu'un voilà d'assez reconnu, bah j'ai toujours du mal à accepter, par exemple, quand je vais au parc ou quand je vais faire mes courses, quand je vais dans un centre commercial, que des gens me regardent. Et moi, ma première réaction quand les gens me regardent, c'est mais pourquoi ils me regardent? Mais alors que quand je suis sur le terrain, j'ai pas cette sensation-là, parce que pour moi, oui, je suis sur le terrain, je sais que les matchs sont télévisés, que voilà le stade est plein, donc je dirais les projecteurs sont sur moi. Mais quand je suis à l'extérieur, j'ai toujours cette sensation-là. Mais pourquoi les gens me regardent différemment? Et limite des fois, je me dis mais en fait, ils ont un souci avec moi, sans me dire que en fait non, mais c'est vrai que je suis joueur de foot professionnel et que c'est plutôt normal qu'ils me regardent avec un œil particulier. Mais c'est vrai que c'est une sensation qui est pas facile à gérer, et au final, je dirais tout dépend de la façon auquel on vit. C'est vrai que si je reste chez moi, si j'étais quelqu'un de très casanier, on va dire que le fait d'être dans un cocon, on n'est pas, je dirais, on n'est pas exposé à toutes ces tentations ou tous ces gens en dehors. Ouais. Quand tu dis ça, est-ce que je te prends un exemple, tu as beaucoup de personnes, je pense notamment aux réseaux sociaux, des fois on voit des vidéos passer de telle ou telle personne qui répond pas à une question, qui snob des gens ou qui passe à côté, etc. Est-ce que c'est difficile d'avoir justement tout le temps des gens qui viennent te voir, qui veulent prendre des photos, etc., etc. Ça me dérange pas quand je suis tout seul, mais c'est vrai que c'est pas évident imaginons quand je suis avec mon petit garçon, quand je suis avec ma femme. Et c'est vrai que c'est des moments où on préférait être tranquille. Mais après, j'ai la chance, je dirais, de pas être une star non plus. Donc c'est-à-dire que en plus partout où je suis passé, que ça soit à Évian, à Nantes, à Strasbourg et maintenant à Lens, les gens sont vraiment respectueux. Donc ça s'arrête à une photo, ça s'arrête à une signature, mais il y a pas de
de demandes bizarres ou alors je me sens pas non plus oppressé en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une chance d'avoir joué dans ces clubs-là, parce que je sais qu'il y a des clubs où c'est particulier, où c'est beaucoup plus hostile. Donc, je dirais que Sans les citer, Marseille. voilà, exactement. Marseille, Paris, même peut-être Lyon aussi. Donc, c'est des grands clubs, c'est des clubs qui font rêver, mais je dirais on perd de la liberté en allant jouer dans ces clubs. Avant qu'on échange aujourd'hui, je t'expliquais que mon intention avec ces épisodes, c'était aussi de pouvoir peut-être inspirer d'autres personnes qui pourraient le regarder, montrer à certains que c'était possible, etc. Toi, à titre perso, que ce soit dans le foot ou en dehors, est-ce que tu as des inspirations, des personnes qui à un moment donné t'ont donné confiance en toi, qui t'ont servi peut-être de guide ou choses comme ça? Est-ce qu'il y a des personnes comme ça que tu peux clairement identifier dans ton parcours? Il y en a plusieurs. Alors après, moi, en étant, je dirais, je lis beaucoup, je me documente beaucoup, mais uniquement sur le sport. C'est vrai que j'ai du mal à me documenter sur un peu ce qui se fait en dehors du milieu sportif. Mais c'est vrai que dans le milieu du sport, j'ai toujours eu beaucoup de références, que ça soit avant, maintenant et peut-être à l'avenir. Et sur des sportifs, je dirais, qui règnent dans leur sport. Tu vois, là, moi, j'ai toujours suivi la NBA. Quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était Kobe Bryant, tu vois. Moi, j'ai lu 3-4 livres sur lui, sur sa mentalité, tout ça, je dirais sa culture du travail. Maintenant, c'est LeBron James. Depuis quelques années, sa faculté d'être encore compétitif à son âge. Je pense aussi à Djokovic. Ce que j'allais te dire, le tennis. Ouais, le tennis, c'est un sport aussi que je suis énormément. Nadal aussi, parce que de Nadal, par exemple, moi, j'apprends beaucoup de son attitude, parce que il passe par des moments aussi difficiles où il est blessé. Et en fait, je crois que c'est l'un des seuls joueurs de tennis à quasiment n'avoir jamais abandonné pendant un match. Il est toujours allé au bout, même si la douleur était présente. Donc, en fait, il y a beaucoup de sportifs, même en Formule 1. À un moment donné, Schumacher, c'était aussi un de mes idoles quand j'étais plus jeune, parce que, alors oui, il gagnait, c'est toujours plus simple de s'identifier à des gens qui gagnent, mais c'est quelqu'un aussi qui a eu un parcours difficile. Je me suis toujours beaucoup inspiré des sportifs qui ont eu des carrières quand même qui étaient pas faciles. Parce que pour moi, alors après, je respecte par exemple un mec comme Mbappé, un mec comme Messi, où eux, leur talent, c'est inné en fait. Ils ont pas eu besoin de beaucoup travailler pour réussir. Alors que moi, tous ceux que je t'ai dit, même si c'est des stars aujourd'hui, LeBron James, Nadal, Djokovic, mais c'est des joueurs qui ont beaucoup travaillé. Et en fait, pour moi, je dirais, ça passait toujours par beaucoup de sueur à l'entraînement. Et pour moi, en fait, je récoltais le week-end ce que je mettais la semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris? Comment ça t'a aidé? Et surtout, quels sont toi aujourd'hui on va dire, l'état d'esprit dans lequel tu es et que tu penses qu'il faut avoir si aujourd'hui on veut devenir footballeur professionnel? Je vais aller plus loin que ça, avoir une vraie carrière de professionnel. À titre d'exemple, alors moi, c'est simple, je vivais football. Donc, c'est-à-dire que la journée, je pensais football. Quand je mangeais, je pensais au foot. Quand je dormais, avant de dormir, je pensais au foot. Quand je me réveillais, pareil. Donc pour moi, en fait, je m'étais mis dans une bulle où pour moi, où en fait, je voyais que ce milieu-là, que le milieu du football. Je dirais comment réussir. Et c'est pour ça en fait que j'allais voir un peu ce qui se passait dans d'autres sports, mais aussi forcément ce qui se passait dans le football, parce que j'avais tellement cette envie de réussir que mon objectif c'était d'aller piocher un peu chez chacun pour avoir un peu plus de chances de parvenir à je dirais à mon objectif suprême, quoi. Et concrètement, c'est quoi les éléments que tu es allé piocher, que tu as pris et que toi tu as mis en place? Est-ce que c'est travailler plus à l'entraînement? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que on en parlait avant, le sommeil? C'est quoi les petites pièces du puzzle que tu as réussi à venir mettre ensemble pour ressembler à ces champions? Au début, ça a été vraiment le travail, c'est-à-dire pendant l'entraînement. En faire toujours plus que les autres, et pour moi ça a toujours été quelque chose de très important. Ça l'est encore actuellement. C'est vrai que je suis quelqu'un de très assidu, qui va beaucoup en salle pour travailler avant l'entraînement, après l'entraînement. Après, dans un second temps, ça a été la
la nourriture, l'alimentation, parce que c'est devenu quelque chose de très important dans le sport et dans le foot. Et c'est vrai que là, j'avais travaillé avec un diététicien. Maintenant, en fait, on a la chance au club d'avoir quelqu'un qui est très compétent. Mais c'est vrai que moi, j'avais fait la démarche quand j'étais à Nantes de travailler avec quelqu'un. Donc, j'avais connu quelqu'un pendant 1 an qui m'avait beaucoup apporté. Et après, là, ça fait depuis quelques mois, je porte une bague, et en fait, qui m'aide à contrôler mon sommeil, parce que le sommeil aussi est une partie très importante, voilà, dans la récupération. Et en fait, tout ça assemblé, pour moi, je me donne le plus de chances, je dirais, d'être performant le week-end ou d'être performant sur de longues années. La performance, c'est un sujet qui est passionnant, qui est difficile aussi à comprendre, mais on en parlait aussi juste avant sur ces notions d'alimentation, de sommeil. Je connais pas ton point de vue par rapport à ça, mais je pense qu'on n'est pas sensibilisé suffisamment quand on est jeune à l'importance déjà de faire plus que les autres, mais également de l'alimentation, de la nourriture, du sommeil et de tous les à côté. En tout cas, moi, de mon expérience, quand on était jeune, on nous a jamais dit tout ça. On nous a jamais parlé de tout ça. Non, clairement pas. Clairement pas. On nous a jamais parlé. Et pourtant, après avoir pris des renseignements et comment je me ressens aujourd'hui et comment je me ressentais quand j'ai commencé, bah, j'ai l'impression que maintenant j'ai 20 ans et avant, quand j'ai commencé, j'avais 29 ou 30 ans. Parce que un exemple tout simple, par exemple, le soir, j'avais tout le temps tendance à prendre des desserts très sucrés. Et en fait, le lendemain matin, quand je me réveillais, quand j'arrivais à l'entraînement, je me sentais un peu lourd, pas forcément très réveillé. Et en fait, jusqu'à ce que le premier diète que j'ai connu, diététicien, me conseille d'arrêter ce fameux dessert sucré du soir. Et C'était quoi? Bah, ça dépendait. Ça pouvait passer de la mousse au chocolat à la tarte aux pommes. En fait, j'étais assez ouvert à tout. J'étais quelqu'un de très gourmand. Mais et en fait, j'ai arrêté je prends juste un yaourt le soir. Mais c'est vrai que le lendemain matin, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus réactif, mieux réveillé que je l'étais auparavant. Donc en fait, je dirais que il y a plein de petites choses comme ça. Là, je te parle juste du dessert, mais à un moment donné aussi, je mangeais quasiment plus de pain parce que voilà, pour ma digestion, je sentais que je digérais beaucoup plus rapidement sans manger de pain. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place pour réussir. Ouais. Ok, donc ce serait quoi, par exemple, les basiques fondamentaux que tu conseillerais à n'importe quel footballeur s'il veut augmenter ses performances de manière générale? Je dirais les horaires. Premièrement, les horaires des repas, très important. Surtout pour les repas du soir, de pas dépasser 20 heures, parce que après 20 heures, la digestion est beaucoup plus difficile, beaucoup plus lente. Donc voilà, l'horaire des repas. La deuxième chose, bah moi, depuis que j'ai l'âge de, je pense, 14-15 ans, j'ai jamais bu de boisson sucrée. Pour la petite anecdote, tu m'as proposé un Coca tout à l'heure. Ouais. J'ai refusé, mais en fait là, si je bois une gorgée de Coca, bah limite je vais la recracher, parce que mon corps il est pas du tout habitué à boire autant de sucre. Donc l'hydratation qui est très importante. Et après, pour finir, je dirais j'ai toujours bien aimé les féculents, mais depuis que je fais l'effort de manger, à la base j'étais pas du tout légumes, mais depuis que je fais l'effort de manger des légumes, bah je me sens, je dirais, un peu plus résistant, beaucoup plus endurant qu'avant. Et je pense que ça a aidé en ce sens-là. Ouais. J'ai quelques questions que je me suis listées, des questions un peu que tout le monde pourrait se poser quand on n'a pas la chance de pouvoir échanger avec un footballeur professionnel. Alors très rapidement, déjà pour commencer, c'est quoi concrètement le quotidien d'un footballeur pro? Parce que on entend beaucoup de personnes qui disent ils sont payés pour courir après un ballon et s'entraîner 1 heure par jour. Concrètement, c'est quoi être footballeur pro au quotidien? Bah concrètement, si c'était ça serait vraiment pour moi, j'ai le plus beau métier du monde, mais il serait vraiment facile ce métier-là. Si juste j'arrive à l'entraînement, je tape dans un ballon ou je cours derrière après un ballon pendant 1 heure et après je rentre chez moi, ça serait vraiment bien. Non, mais concrètement, le quotidien, on s'entraîne quasiment tous les matins, 5 jours de la semaine. Donc le matin, en fait, on a rendez-vous au club tous ensemble aux alentours de 8h30, 9h. On prend le petit déjeuner ensemble. Après, on a ce petit temps de digestion où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il y en a qui vont faire des massages, il y en a qui vont boire un café, il y en a qui se documentent. Et en fait, après, la séance, elle commence 1 heure après la fin du petit déjeuner, où là, on a un travail en salle.
donc qui est avant de sortir pour l'entraînement, qui est obligatoire, où là, on va beaucoup faire de la prévention sur les blessures. On va travailler, on peut faire aussi de la musculation. Travail d'activation aussi. D'activation, exactement. Et ça va durer à peu près 45 minutes avant de sortir. Et après, une fois qu'on va sortir, l'entraînement commence aux alentours de 11 heures, généralement tous les jours, et dure 1h15 à 1h30. Et donc après, une fois fini, on revient en salle. Et là, je dirais que c'est un peu plus aléatoire, facultatif. Mais là, par exemple, à Lens, on est beaucoup à être aussi en salle après l'entraînement. Pareil, à retravailler sur la musculation, faire pas mal de récupération sur les vélos. Et après, on a le repas aussi qui est aussi obligatoire, où on doit respecter un créneau plutôt entre 12h30 et 14h, où on doit manger je dirais au restaurant du club. Et après ça, en fait, on peut encore avoir des obligations. On a souvent des obligations. Le club met en place des cours de yoga. Donc, on a 1 heure de yoga par semaine. Le club met aussi en place ce que je te disais quand je voyais un préparateur mental. En fait, on a des horaires à respecter. Et en fait, sur ces 5 jours-là d'entraînement, il y a 3 à 4 jours où on a des obligations à faire aussi l'après-midi. Donc, en fait, une journée typique commence, je pars de chez moi, il est 8h et je rentre, il est à peu près 15h30, 16h, où il y a seulement, je dirais, un jour de la semaine où c'est beaucoup plus léger et je rentre vers 14h, quoi. Et on peut aussi dire que les moments de récupération font partie aussi du travail, parce qu'on sait aussi qu'un joueur qui est en pleine forme, pas blessé, etc., ça passe aussi par le fait de récupérer et de prendre des temps pour... Exactement. Moi, j'ai connu beaucoup de joueurs qui, justement, accordaient très peu d'importance à la récupération, à ce travail, je dirais, invisible, et qui étaient au final trop souvent blessés. Et tout ça est lié à une mauvaise récupération. Ouais. En parlant des autres joueurs, qui est le joueur le plus impressionnant avec qui tu as joué? C'est une bonne question. Franchement, j'ai joué avec des bons joueurs. Je dirais le joueur qui m'a le plus impressionné je dirais par bien sûr par son niveau footballistique, mais par son travail aussi qui mettait au quotidien, c'était Valentin Rongier, que j'ai côtoyé à Nantes pendant 3 ans. Alors lui, en fait, moi je me savais déjà professionnel, mais lui, il était déjà à un niveau au-dessus. Il avait déjà un temps d'avance sur pas mal de choses. Et là, actuellement, s'il est capitaine à l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est la suite logique, parce que il était talentueux, et en plus de ça, c'était tellement un acharné de travail que pour moi, il avait toutes les chances de réussir. Celui qui t'a le plus impressionné sur un terrain de foot? Comme je t'avais dit avant, Zlatan, plus que Mbappé, plus que Neymar, plus que Messi. Pour moi, Zlatan, ça a été vraiment le joueur qui m'a vraiment impressionné. Déjà, je t'avais dit par son charisme, mais aussi par sa faculté de toujours faire le bon choix au bon moment, en fait. J'ai l'impression qu'il avait un radar, ou alors que moi, je voyais les informations après lui, mais qui, en fait, il scannait à chaque fois ce qui allait se passer, et à chaque fois, il faisait le bon choix. C'est ça qui m'impressionnait le plus chez lui. Quel est le joueur le plus drôle avec lequel tu as joué? Avec lequel j'ai joué, le joueur le plus drôle, je dirais Dimitri Hénard. En fait, le plus drôle, pourquoi? Parce que c'est un mec qui a pas les codes du foot. C'est-à-dire que pendant la causerie du coach, par exemple, c'est un mec qui peut te taper de l'épaule, te parler, mais en fait, tout le monde entend qu'il parle, mais sauf que lui s'en rend pas compte. Et en fait, pour moi, ça a été, pour plein d'autres raisons, hein, le joueur le plus drôle à qui j'ai joué. Quel est le joueur ou la personne dans le foot que tu as le plus détesté? Que j'ai le plus détesté. En fait, je dirais, moi, les personnes que j'ai les plus détestées, c'est, on en revient à ma jeunesse, en fait. Quand j'étais pas pris dans les centres de formation, en fait, pour moi, les entraîneurs qui m'avaient eu à ce moment-là, c'est les personnes que j'ai le plus détestées. Et je serais capable peut-être pas de tous les renommer, mais je sais exactement quel coach j'avais eu, même si c'était sur 1 jour, 2 jours, quel coach j'avais eu à l'époque et qui m'avait, entre guillemets, refusé. Ouais. Donc le coach qui ne t'avait pas pris. Voilà, exactement. Exactement. Tu veux pas les citer? J'en ai quelques-uns en tête, mais non, mais voilà, je dirais que c'est les personnes, au final,
que j'ai plus détesté. Mais après, Est-ce qu'au final, c'est pas celles qui t'ont le plus aidé au ah final? bah ouais, mais clairement, en fait, je pense que ça a été un mal pour un bien. Et au final, c'est ces personnes-là qui m'ont fait aussi, je dirais, ouvert les yeux et qui m'ont encore plus motivé. En fait, j'avais aussi cette envie-là de leur montrer qu'ils avaient tort. Ouais. Pour terminer gentiment sur sur des questions un peu plus, on va dire, euh, profondes, bien que les entraîneurs que tu détestais c'était assez profond aussi, mais est-ce qu'on se rend compte quand on est footballeur comme toi, etc. Alors déjà, on se rend la portée qu'on a autour de nous, c'est-à-dire déjà on est très visible, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans l'actualité de manière générale, mais est-ce que aussi on se rend compte de l'impact qu'on a sur les jeunes, sur les jeunes du club, mais aussi les jeunes un peu partout? Est-ce que ça, on s'en rend compte quand on est joueur? Franchement, pas vraiment. Pas vraiment parce que on est vraiment dans notre cocon, en fait. Alors après, on peut faire des opérations où on va voir des jeunes, on va dans des clubs, je dirais, amateurs. Mais c'est vrai que, même sur les réseaux sociaux, moi, je suis sur Instagram, je mets des posts, mais je regarde pas forcément qui like, qui commente. Je m'attarde pas trop sur ces choses-là. Et en fait, c'est pour ça que je me rends pas trop compte encore de ce qu'on peut véhiculer auprès des jeunes. Ce que je sais, c'est que pour avoir un petit garçon, j'essaye de par mon attitude, que plus tard ils se disent que voilà que son papa était irréprochable. Et je pense que c'est une des valeurs qu'on peut le plus inculquer aux jeunes, c'est d'être irréprochable, d'avoir toujours la bonne attitude, quels que soient les moments qu'on peut passer, parce qu'au final, les jeunes, comme tu l'as dit, regardent les matchs, suivent les réseaux. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à comment on se comporte. Sur et aussi en dehors du terrain. Là, j'ai un truc qui me vient, c'est quelque chose d'assez récent, on est en plein dedans. Par exemple, Benzema, tu vois, avec ses tweets et ses différents posts qui font un petit peu polémique. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Le joueur de foot aujourd'hui, selon moi, doit être modèle dans tout ce qu'il fait sur et en dehors du terrain. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que toi, tu essayes de faire ou qu'est-ce que tu envisages peut-être de faire justement pour avoir un impact très positif autour de toi? En fait, pour moi, je pars du principe où j'ai jamais été très fan des joueurs qui prennent position sur des questions politiques. En fait, moi-même, comment dire, j'ai des pensées, j'ai des idées, j'ai des préférences, mais pour moi, jamais je les afficherai sur mes réseaux parce que, comme tu l'as dit, je sais que je suis suivi par des milliers de gens et en fait, j'ai pas envie non plus de heurter ces gens-là ou de prendre position, tu vois. Je préfère garder pour moi et justement à l'inverse, chose que je fais pas encore assez souvent, je préfère, je dirais, prendre parti pour des questions qui sont pour moi beaucoup plus importantes, comme l'écologie, comme comment la planète évolue. Ça, c'est des choses qui me sensibilisent plus, qui malheureusement je partage pas suffisamment encore sur mes réseaux. Et je pense que je veux mettre ça en place parce que voilà, il faut, je dirais, j'ai envie de sensibiliser notamment les plus jeunes sur notre environnement et entre guillemets leur faire comprendre que des petites choses sont très importantes. Ouais. Est-ce que tu as déjà des idées un petit peu de ce que tu aimerais faire, mettre en place? Est-ce que c'est des associations? Comment tu vois la chose? Ouais, je pense que j'aimerais rejoindre des associations justement qui vont dans ce sens-là, qui pourront m'aider parce que moi je suis pas non plus un expert des réseaux, Ouais. je suis pas c'est pas moi je vais faire une vidéo montage ou pour défendre une cause. Donc c'est pour ça je me verrais plus être affilié à des associations, partager des messages qui proviennent voilà d'elles hein, et je pense que ça peut être quelque chose aussi qui me correspond. Ouais. Pour terminer sur cet échange, j'ai encore une ou deux questions pour toi, mais on a beaucoup parlé de foot et c'est un sujet qui me passionne, on pourrait en parler pendant encore des heures. Il est un petit peu tard parce qu'il va falloir que tu ailles te coucher. Mais si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous regarde, qui est un jeune footballeur, très jeune, un peu moins, et qui a pour objectif justement de devenir footballeur professionnel. Tu as déjà partagé quand même pas mal de choses, mais si tu devais partager quelques conseils, tu sais, les conseils un peu du vieux briscard, parce que mine de rien, tu commences à avoir, t'as bientôt 30 ans là, tu Ouais. les as eu? Non, je vais les avoir là, dans un mois.
C'est décembre. Décembre, ouais. Ouais. De vieux briscards, de personnes qui seraient ici. Je te la fais plus simple encore la question, c'est si on était deux dans cette pièce et que moi aujourd'hui je te demandais c'est quoi les conseils que tu me donnerais si je veux mettre toutes les chances de mon côté pour devenir joueur de foot pro, qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais déjà une chose pour moi très importante, c'est de se faire, je dirais, une juste autocritique de toi-même, c'est-à-dire d'identifier tes qualités et tes défauts. Par exemple, moi j'ai eu rapidement la faculté de voir que j'étais pas capable forcément de dribbler 3-4 joueurs, de frapper de 30 mètres, de marquer un but de cette distance-là. Mais par contre, je savais de quoi j'étais capable et c'est ça que je te conseillerais, comme je conseillerais aux jeunes, c'est-à-dire d'insister sur tes points forts, de développer tes points forts. Parce que pour moi, au final, c'est ça le plus important. Il y en a beaucoup qui disent de travailler ses points faibles. C'est vrai, il faut travailler ses points faibles. Mais pour moi, t'as beaucoup plus de chances de réussir si tu excelles dans tes points forts que si tu t'es trop obsédé à travailler tes points faibles. Et après, je dirais encore une fois, pour moi, la patience, parce que quand on est jeune, on n'est pas forcément patient. On est tous passés par là. Et nous, ce qu'on veut, c'est soit jouer au plus haut niveau, briller. On voit plutôt tous les à côté en fait. Mais je dirais travailler, être patient et après se donner tous les moyens de réussir. Moi, je t'ai dit, moi, dès mon plus jeune âge, pour moi, je savais ce que je voulais, même si je passais par des moments plus difficiles, il fallait pas que je sorte de ma ligne de conduite. Donc, c'est ça que je donnerais comme conseil. Ouais. Ta carrière est pas terminée, loin de là encore, mais tu as déjà un bon petit bout de carrière derrière toi. Si je dis pas de conneries, tu approches gentiment les 300 matchs de Ligue 1. C'est pas rien. Ouais. Très peu de personnes ont autant de matchs en Ligue 1. Je les ai pas vus passer, ouais. Ouais. De quoi t'es le plus fier? Bah déjà ça, pour moi c'est déjà une fierté d'avoir joué autant de matchs au plus haut niveau, ce qui se fait de mieux en France. Mais je dirais la chose dont je suis le plus fier, c'est de pas m'être renié en fait. C'est-à-dire de toujours avoir été moi-même dans mes principes. Je pense que même si sur certains matchs ça s'est plutôt mal passé, mais d'avoir toujours eu la bonne attitude. Et en fait, plus que la réussite sportive, la réussite, par exemple, liée à des buts ou à des victoires, je pense que d'avoir eu une bonne attitude sur l'ensemble de ma carrière, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Ouais. Parlons d'avenir maintenant. Il te reste encore quelques années à jouer, surtout avec l'hygiène de vie que tu as et puis les jambes de feu que tu as encore. Ce serait quoi tes ambitions sur les années qui te restent de carrière? Et je vais aller plus loin. Qu'est-ce que tu aimerais en fait faire après le foot? Alors déjà, moi, dans ma carrière, mon objectif premier, c'est de jouer le maximum de matchs. Mon deuxième objectif, j'aimerais bien connaître une expérience à l'étranger. Pour l'instant, j'ai joué qu'essentiellement en France. Et c'est vrai que j'ai ce désir-là d'aller apprendre une nouvelle culture, un nouveau championnat, de découvrir des nouveaux stades, des nouveaux adversaires. Pourquoi pas apprendre une nouvelle langue aussi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi à mettre des choses en place. J'apprends l'anglais depuis maintenant plusieurs années, maintenant l'espagnol, pour essayer de me préparer à un éventuel départ à l'étranger. Et après pour l'après-carrière, moi déjà j'ai la certitude que je vais rester dans le milieu du foot parce qu'encore une fois c'est ma passion et c'est quelque chose que j'ai toujours fait toute ma vie. Donc mettre mes qualités dans un milieu qui me correspond. Après quel métier en particulier, je sais pas. C'est vrai qu'il faut que je me forme déjà parce que le métier d'entraîneur m'intéresse. Tout ce qui est lié aux médias, être commentateur ou analyste, c'est aussi quelque chose qui m'attire. Mais voilà, il y a plein de métiers qui m'intéressent, mais il faut que je touche à tout avant de vraiment, je dirais, me diriger vers un métier. Une préférence? J'ai toujours aimé bien transmettre les choses, transmettre par exemple mon vécu, les moments que j'ai passés, là à travers cet entretien. Donc je pense qu'entraîneur, ça pourrait être quelque chose qui me corresponde parce que au final, on est beaucoup dans la transmission, même si c'est un métier ingrat, on doit faire des choix, entre guillemets, on doit briser des carrières, tout simplement. On doit être la personne que certains joueurs détestent toute leur vie. Voilà, exactement. On doit passer par des moments plus difficiles. On doit gérer quand même les égos de beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et côtoyer les jeunes, c'est vrai que
Je pense que ça pourrait être la suite qui me corresponde. Pour terminer, j'ai une question que j'aime beaucoup me poser personnellement et que j'aimerais te poser. Je me la suis notée pour bien la dire, mais à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent d'Adrien Thomasson? Je dirais une personne bien, sincère, parce que pour moi, en fait, j'ai toujours bien aimé les personnes qui sont droits avec moi. Et pour moi, j'aimerais que les personnes retiennent, voilà, les gens qui m'ont côtoyé retiennent ça de moi, que j'étais quelqu'un de bien et droit avec eux, en fait. C'est ça qui m'importe le plus. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui regardent cet épisode-là et peut-être un sujet, une croyance que tu as, une pensée ou une phrase qui te caractérise et que tu aimerais partager à toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là? J'aimerais leur dire qu'il faut déjà, première chose, croire en ses rêves. Pour moi, c'est une chose très très importante. Ensuite, voilà, ce que je pourrais aussi conseiller, c'est que jamais rien n'est acquis, jamais rien n'est fini aussi. Que voilà, même si on passe par des moments difficiles, qu'il y a toujours, comme j'aime bien dire, après la pluie, il y a le beau temps. Donc même si des fois ça dure des mois, des années, moi je pars toujours du principe où à un moment donné, la roue va tourner et les beaux jours vont arriver. Et c'est ce que je me dis aussi pendant un match. Donc c'est ça aussi que j'aimerais conseiller à tous ces gens. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci pour avoir regardé cet épisode avec nous. Une petite chose qu'il te reste à faire maintenant si tu as aimé ce contenu, cet épisode et qu'il t'a aidé d'une manière ou d'une autre, c'est de supporter la chaîne. Comment? En mettant un petit pouce, en ajoutant un commentaire, mais surtout en t'abonnant. Comme je te l'ai dit précédemment, 75% des personnes qui regardent ces vidéos-là ne sont pas abonnées à la chaîne et c'est le meilleur moyen pour nous, et c'est d'ailleurs le seul moyen pour nous faire connaître davantage, impacter et aider davantage de personnes au travers de ces échanges avec nos différents invités. Et surtout, plus la chaîne grossit, plus le podcast grossit, plus les invités grossissent également. Donc un grand merci d'avance pour t'abonner à cette chaîne et j'espère te retrouver dans un des prochains épisodes. Bye bye. Pense pour t'abonner à cette chaîne et j'espère te retrouver dans un des prochains épisodes. Bye bye.